merci de nouveau pour cette invitation. Vous allez voir qu'il y a une certaine continuité entre ce que j'ai dit aujourd'hui et ce que j'ai dit hier et ce que nous disons aujourd'hui. Juste deux petites réflexions, deux petites remarques sur les aspects terminologiques. Je partage votre avis sur empowerment et la richesse de cette expression. Et quand j'ai fait mon dictionnaire, j'ai cherché une traduction parce que je me suis efforcé d'éviter l'anglicisme. Vous savez que les Français tombent assez souvent dans ce travers et que vous nous le reprochez abondamment. Et j'ai trouvé une traduction québécoise qui est capacitation. Alors, elle n'est peut-être pas tout à fait adéquate, mais elle se rapproche relativement bien. Alors, ça suscite chez mes collègues un peu de ricanement parce que c'est pas très beau, mais je vous la suggère. En tout cas, je l'ai reprise dans mon dictionnaire. L'autre remarque terminologique, j'ai aucun problème pour parler de développement inclusif. Comme vous allez voir tout de suite, c'est même l'objet de cette conférence. Je parle maintenant de développement durable et de développement inclusif. Alors, vous vous souvenez qu'en 2011, de ce mouvement à Wall Street, Occupy Wall Street, qui incarnait 99% des Américains, qui dénonçaient, qui pointaient du doigt l'extrême richesse du 1% des Américains. En même temps, naissaient ailleurs des mouvements qui dénonçaient les inégalités. J'étais à Dakar à ce moment, à l'époque où on parlait du groupe des jeunes chanteurs de rap Y en a marre. Quelque temps après, des jeunes ont contribué largement à renverser un pouvoir qui était installé depuis 27 ans à Ouagadougou, avec un mouvement qui s'appelle Ballet citoyen. Il y a donc une prise de conscience universelle, celle-là aussi, comme les ODD, de la question des inégalités sociales, qui est l'objet de mon intervention. Alors qu'une petite élite semble s'accaparer les fruits de la croissance, la population en général semble s'appauvrir, et c'est un constat qui s'éloigne beaucoup du constat de la Banque mondiale que vous évoquiez tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous montrer comment cette tendance aux inégalités se rencontre un peu partout, leurs conséquences et comment y remédier, du moins esquisser quelques éléments. Ce petit dessin alors, il n'est pas tout à fait exact parce que les pauvres de Cuba, j'en suis témoin, fument le cigare. Mais c'est une petite caricature, simplement pour faire sourire, pour dire qu'il y avait un véritable problème déjà pour identifier les pauvres. Alors, je m'inspire du dernier rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir, parce qu'il est d'octobre 2015, et qui a modifié le seuil de l'extrême pauvreté, qui est passé de 1,25 $ à 1,9 $ américains, comme je l'ai expliqué hier, et qui chiffre le nombre de pauvres dans le monde d'extrêmement pauvres à 700 millions de personnes pour l'année 2015. C'est évidemment une projection. C'est à peu près 9,6% de la population mondiale qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. J'ai regardé les statistiques pour le Canada. On juge absolument pauvre une famille qui consacre plus de 60% de ses revenus aux dépenses de base, nourriture, logement, vêtements. Et ce serait le cas d'à peu près 20% des familles canadiennes. Vous voyez, c'est un autre indicateur qui prend en compte le type de consommation et comment sont couvertes les consommations de base. Il y a une autre manière d'apprécier la pauvreté monétaire, c'est la pauvreté relative. On fait des comparaisons entre groupes sociaux dans un pays pauvre. On est pauvre quand on est au bas de la pyramide sociale, tout simplement. Ainsi, au Canada, une famille est jugée pauvre lorsque son revenu est inférieur à la moitié du revenu médian des familles de même taille, c'est-à-dire à peu près 21% de la famille. Donc, pauvreté relative, pauvreté absolue, c'est à peu près la même proportion de la population de votre pays. Il y a un paradoxe en économie qui est très connu, qui est très utile, c'est le paradoxe d'Esterling, qui, en gros, se résume de la manière suivante: l'argent ne fait pas le bonheur. On est toujours pauvre relativement à des plus riches que soi. On est toujours en permanence en train de se comparer et on a des niveaux d'insatisfaction même lorsqu'on appartient à la bonne bourgeoisie parce qu'il y a toujours des gens plus riches et on a des niveaux d'aspiration qui sont toujours insatisfaits.
ça renvoie à cette idée assez classique qu'il faut to keep up with the Jones, c'est-à-dire qu'on a un modèle de consommation, un modèle de vie, des références de ce qu'est le bien-être, très largement inspiré pendant très longtemps par le modèle nord-américain, en tout cas pour les Européens. Et donc on se sent quelquefois insatisfait, voire pauvre, même si on a un revenu relativement aisé, qu'on a couvert un certain nombre de besoins, parce qu'on estime qu'on n'a pas le dernier frigo, la dernière voiture, etc. Donc c'est un concept évidemment tout à fait relatif. Si j'avance un petit peu plus loin dans l'analyse de ce qu'est la pauvreté, je sors de l'aspect purement monétaire et j'essaye de voir d'appréhender la pauvreté par les privations. Vous savez, c'est les fameux travaux d'Amartya Sen qui sont absolument considérables aujourd'hui et qui visent à montrer que la pauvreté, c'est une absence de capacité, une absence de capacité à pouvoir accéder à un certain nombre de biens. C'est le sentiment de manque sur la santé, non-couverture de la santé. C'est le cas d'une personne qui souffre de malnutrition ou dont la famille voit ses enfants décédés en bas âge. C'est une privation vis-à-vis de l'instruction. Alors, il y a des indicateurs très précis, notamment celui de l'UNESCO. Lorsque aucun membre de la famille n'a achevé un cycle scolaire de 5 ans, ou à moins d'un enfant scolaire et moins d'un enfant fréquente l'école. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs qui permettent de désigner une famille pauvre qui vont bien au-delà du critère purement monétaire. La question de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'électricité, un habitat au sol qui ne soit pas sale, sont également des indicateurs qui permettent d'enrichir le concept de pauvreté, qui a débouché d'ailleurs sur des travaux faits par le PNUD, le Programme des Nations Unies sur le développement, notamment autour des indicateurs du développement durable et l'indice du développement humain. Alors si vous prenez cet indice du développement humain, qui est déjà un petit peu supérieur à l'indice du PIB par tête, qui est l'indice le plus classique, vous intégrez donc les éléments de santé et d'éducation, vous avez cette carte dans le monde où vous avez des pays qui ont des indices particulièrement élevés. Celui qui est toujours cité, c'est la Norvège, l'Australie, les Pays-Bas, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Vous ne voyez pas mon pays dans les 10 premiers, je le regrette. Et puis vous voyez toujours à peu près les mêmes 10 derniers qu'on retrouve qui sont pour l'essentiel, mais pour tous d'ailleurs, des pays africains. Tous sont des pays africains. Déjà, on avance un petit peu mieux dans la connaissance de la question de la pauvreté en travaillant sur ce type d'indicateur. Pardon. En fin de compte, je vais m'arrêter là sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que la pauvreté. On déplace le problème de plus en plus sur la question du bien-être. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Et alors là aussi, vous avez des indicateurs de l'Université de Columbia, par exemple, sur le World Happiness Report, qui démontrent que les gens les plus heureux se situent curieusement dans les pays scandinaves d'Europe, le Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et le Canada. Voilà une bonne nouvelle, qui dispose certes d'un revenu 40 fois supérieur à celui des plus malheureux, Togo, Bénin, Centrafrique, Sierra Leone, Burundi, Comores. L'espérance de vie est plus élevée, 28 ans d'années de plus dans l'espérance de vie. Mais on y trouve aussi des familles qui ont plus d'amis. La relation amicale est un indicateur de bien-être, d'après ces données. Un sentiment de liberté plus élevé, c'est probablement rattaché à la question de la démocratie et aux libertés, au respect des libertés diverses d'expression en particulier. Et puis, les gens sont heureux lorsqu'ils sont moins enclins à douter de l'honnêteté, de la probité de leurs gouvernants. Donc c'est un certain nombre d'éléments qualitatifs qui sont appréhendés par des enquêtes et qui sont enrichis par un certain nombre d'observations. On retrouve des valeurs qui font le bien-être. C'est la démocratie, ses libertés, ses normes de vie partagées, sa tolérance, etc. Mais avec ce type de critères, il y a des pays qui ne seraient pas classés parmi les plus heureux, bien qu'ayant un PIB par tête relativement élevé. Un pays qui est installé un petit peu plus au sud que le vôtre, mais également un certain nombre de pays européens
qui pourraient avoir des PIB par tête très élevés, mais qui ne rencontreraient pas ces critères, où les populations se déclaraient plutôt malheureux. C'est le cas de mon pays, la France, actuellement. Il y a une espèce de déclinisme, un sentiment pessimiste assez généralisé, qu'on ne peut pas apprécier du point de vue statistique, mais qu'on révèle au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Et c'est lié fondamentalement au taux de chômage. Le taux de chômage est un élément d'angoisse et de privation de ce sentiment de bien-être. Voilà pour vous dire en quelques mots c'est quoi la pauvreté. C'est un indicateur statistique, mais c'est également un certain nombre d'autres éléments, d'autres facteurs qualitatifs qui doivent être appréhendés par d'autres moyens. Maintenant, venons-en à la question fondamentale. La question fondamentale des ODD, c'est la question des inégalités. Alors, on peut appréhender les inégalités de trois manières. Vous prenez le monde entier et vous appréciez la différence de situation entre les plus élevés, les plus riches et les plus pauvres, mais à l'échelle du monde. Okay, vous pouvez appréhender les inégalités entre pays, par la comparaison entre le Canada et le Burkina Faso en termes d'égalité ou d'inégalité. Et puis à l'intérieur du même pays, à l'intérieur du Canada par exemple, ou du Burkina Faso, regardez quelles sont les disparités entre riches et pauvres. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà un indicateur qui montre la situation qui prévalait sur un siècle et demi, de 1820 à 1992, qui montre qu'en gros, les inégalités mondiales ont augmenté, les inégalités entre pays ont très très fortement augmenté. Hein. En gros, 1820, c'est la révolution industrielle en Angleterre et en Europe, début en France, début en Allemagne, et 1992, c'est la fin de ce processus, de cette grande phase d'industrialisation. Les inégalités internes au pays auraient baissé pendant cette période, et les inégalités mondiales entre les plus riches et les plus pauvres du monde auraient augmenté. C'est les chiffres de Bourguignon, qui est un économiste français, qui a été économiste principal de la Banque mondiale pendant de nombreuses années. Alors, si on regarde la situation aujourd'hui, l'observation la plus communément acceptée, c'est que les inégalités mondiales, donc entre plus riches et plus pauvres dans le monde entier, sont extrêmes et semblent se creuser depuis les 20 dernières années. Les 10% les plus riches de la planète accaparent 60% des revenus du monde entier. Et les 10% les plus pauvres n'en ont que 0,6%, soit 95 fois moins. Si vous prenez non plus les revenus, mais le patrimoine, c'est-à-dire les biens immobiliers, les biens financiers, etc. Les 10% les plus riches détenaient 80% du patrimoine mondial. Mais à l'intérieur des 10% les plus riches, si vous allez chercher les 1% les plus riches, vous avez des phénomènes de très très forte concentration. Un des phénomènes nouveaux de ces 15-20 dernières années, c'est la concentration de richesse sur des très 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 riches. Les 85% les plus riches du monde possèdent les mêmes richesses que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport octobre 2015 de la Banque mondiale. Donc vous avez des phénomènes de concentration, de disparité croissante à l'échelle du monde et des phénomènes de concentration sur les happy few, ceux qui sont les en haut d'en haut, comme je vous disais hier, ceux qu'on appelle les en haut d'en haut à Kinshasa par exemple. Alors, c'est assez extraordinaire parce que depuis la crise financière de 2007-2008, disons 2008, le nombre de milliardaires dans le monde a plus que doublé. En situation de crise du capitalisme, il y a des phénomènes de concentration des richesses. Ceci pourrait être interprété comme un paradoxe. On sait exactement le nombre de très riches, selon le dernier rapport d'Oxfam, qui auraient bénéficié d'un doublement depuis 2008 de leur patrimoine. 1645 personnes. Mais ce n'est pas seulement un phénomène qu'on rencontre dans les pays riches, ce n'est pas un phénomène nord-américain, c'est un phénomène universel. Les concentrations de richesses se font aussi bien en Russie, en Chine, que dans un certain nombre de pays africains. C'est un phénomène universel et pas uniquement le fait de pays du Nord. Observons une deuxième chose maintenant, entre les pays. Donc entre le Canada et le Burkina Faso, pour faire simple, si vous voulez. Alors, les 2 siècles
qui sont derrière nous, on a vu des inégalités croissantes entre pays riches et pays pauvres. C'était cette fragmentation que j'évoquais hier entre Nord et Sud et la prise de conscience que du développement, du sous-développement, si vous voulez, pour faire simple. Les choses ont pas mal changé depuis 20 dernières années, notamment du fait de l'apparition, comme je l'ai dit également hier, d'un certain nombre de pays émergents, ce qu'on appelle les BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le deuxième I, c'est on inclut de plus en plus l'Indonésie. Donc il y a entre pays riches, pays pauvres, pour faire simplement, un intermédiaire qui sont les pays émergents et qui sont de plus en plus nombreux, qui ont des taux de croissance très élevés et une cohorte de pays à revenus intermédiaires qui aspirent à rentrer dans cette catégorie de pays émergents. Je pense par exemple au Vietnam, c'est assez clair. Je pense à l'Argentine ou un certain nombre de pays comme ça, qui se situent un peu dans l'entre-deux et qui sortent de la situation un peu caricaturale qu'on avait il y a 20 ans sur les pays en développement, les pays sous-développés. Alors vous avez, si ça vous intéresse, le revenu moyen dans le monde est de 800 $ américains par mois. C'est à peu près le revenu moyen en Chine. C'est-à-dire que si on cherchait le profil type de l'homme, c'est un Chinois qui a 800 $. Évidemment, il y a des revenus moyens inférieurs en Afrique et des revenus moyens très supérieurs en Europe occidentale, aux États-Unis, au Canada, au Japon, de l'ordre de 10 à 20 fois plus élevés. Quand j'essaie d'expliquer la situation des inégalités à l'échelle mondiale, j'utilise un peu, ça ne va pas vous être très familier, mais nous avons une course très célèbre en France, qui est le Tour de France, une course cycliste. Donc vous avez un groupe qui est derrière, assez proche de la voiture balai, le groupe des pauvres, puis vous avez un groupe qui ont fait une échappée, qui sont devant. Mais il y a un peloton, voire 2 pelotons. C'est ces fameux intermédiaires. Donc c'est un peu cette image qui prévaut aujourd'hui. Tout le monde court, à des vitesses plus ou moins rapides. Vous en avez qui risquent fort de gagner la course, peut-être au sprint, mais vous avez un peloton plus ou moins consistant, tel qu'il est représenté dans ce graphique. Et dans ce peloton figurent un certain nombre de pays émergents, comme je les ai évoqués. Ceux qui sont en rate, c'est malheureusement toujours les mêmes, ceux qu'on cite dans pratiquement toutes les statistiques, et qui sont encore des pays africains, comme le Tchad, la Centrafrique, le Niger, l'Érythrée ou le Soudan, qui sont des pays particulièrement... qui ne sont pas encore sortis de ce qu'on appelle la trappe à pauvreté. Troisième inégalité, à l'intérieur des pays, à l'intérieur du Canada ou à l'intérieur du Burkina Faso. Non plus entre pays, non plus à l'échelle planétaire. Eh bien, une double dynamique semble être observée. Les riches s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent davantage. Voilà la mauvaise nouvelle, qui va bien au-delà encore sur l'enseignement un peu caricatural que j'évoquais hier et que vous avez repris, sur les résultats des OMD. Les OMD, tout le monde va bien, il y a beaucoup moins de pauvres. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Et je vous ai dit hier, et j'insiste beaucoup, les chiffres moyens n'ont aucun intérêt. La moyenne n'existe pas. Ce qui est important, c'est les premiers déciles et les deuxièmes et les derniers déciles. C'est les écarts qui sont importants et non pas la moyenne. La moyenne n'a strictement aucun intérêt. Aucun d'entre vous, et pas moi davantage, ne ressemblons à la moyenne. Ça n'existe pas, c'est une métaphore de statisticien. Les revenus les plus modestes ont augmenté moins vite dans les années de croissance et ont reculé en phase de crise. Les inégalités internes entre individus de chaque pays se sont gravement creusées, y compris dans les pays du Nord, États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, où les inégalités patrimoniales, le patrimoine, se rapprochent dangereusement de la situation qu'on connaissait au début du XXe siècle. Vous retrouvez, pour ceux qui l'ont lu, les thèses de Thomas Piketty, donc cet économiste français, qui a fait un best-seller, c'est assez étonnant, d'un gros pavé, qui s'appelle Le Capital, qui s'est vendu dans le monde entier, et dont ce sont les conclusions. Et regardez sur ce graphique, c'est la situation, la part du revenu national qui était détenue par les 1% les plus riches en 1981 et comment ça a évolué en 2012. Ben, regardez la situation du Canada, vous voyez, se confirme l'augmentation de la concentration des richesses au bénéfice des 1%.
C'est très spectaculaire. C'est encore plus spectaculaire aux États-Unis, en Angleterre, mais le Canada, le Portugal, l'Australie. En revanche, l'Espagne, la France sont des pays où il n'y a pas eu d'approfondissement des inégalités pendant cette période. En tout cas, pas au bénéfice des plus riches. Donc il y a une concentration phénoménale, tout à fait spectaculaire, et qui est enregistrée par des statistiques de l'OCDE, qui est une institution libérale, bien pensante, et qui ne va pas pointer du doigt la méchanceté des riches. Ce n'est pas son boulot. Hein. Donc voilà les données. Alors je vais regarder ce qui se passait pour votre pays, si je peux me permettre, en regardant les statistiques nationales. Les phénomènes de concentration sont importants dans votre pays, mais sont très variables selon les provinces. Et la province du Québec est probablement l'une des deux provinces, avec la province atlantique, où les phénomènes de concentration sont les moins élevés. Je ne peux pas me permettre de faire de commentaires, mais les plus élevés sont dans la province de l'Alberta. Donc à l'intérieur des pays, pour un certain nombre de considérations que vous connaissez 10 fois mieux que moi, les situations peuvent être très variables et les phénomènes de concentration sont très variables. Juste une équation, je ne vais pas vous faire de mathématiques, mais R est plus grand que G. Ça veut dire quoi? R, c'est les revenus des capitaux et G, c'est le taux de croissance, growth en anglais. C'est la grande équation de Piketty, d'un certain nombre d'économistes. Maintenant, c'est repris par Stiglitz. Enfin, tous les grands économistes disons du courant radical ou du courant de gauche, pour employer une expression plus européenne, démontrent qu'il y a une croissance économique, mais la croissance du capital augmente plus vite que la croissance économique. Et c'est une analyse historique sur l'histoire longue. Les taux de rentabilité du capital sont en tendance supérieure au taux de croissance économique. Ça tient notamment au fait qu'il y a des phénomènes d'héritage. Les riches héritent de la richesse de leurs parents et valorisent beaucoup plus facilement cette richesse par des placements spéculatifs, par des prises d'intérêt, par des prises d'entreprise, beaucoup plus facilement, et donc ont tendance à faire grossir le gâteau de manière spontanée du fait de cette appropriation. Je vais y revenir plus précisément avec des exemples. Ceci aboutit à des phénomènes de concentration tout à fait spectaculaires. J'ai cette photo que je vous soumets, elle n'est pas très bonne, mais vous voyez la cohabitation extrême entre un quartier de favela qui est caché derrière un mur de 3 mètres de hauteur et le quartier riche de Sao Paulo, où vous avez dans chaque appartement une piscine. Peut-être que ça ne vous choque pas, mais pour moi, un Européen, d'avoir un appartement une piscine dans un appartement, c'est quelque chose de quasiment inimaginable. Bon, ce phénomène de contraste, ces contrastes très très forts sont des phénomènes tout à fait connus. Pourquoi ces inégalités? D'abord parce qu'il y a une prime à la naissance. Vous connaissez peut-être les thèses de Bourdieu sur la reproduction sociale. Il y a une très forte prime à la naissance. 60% du revenu individuel dépend du pays où la personne naît, auquel s'ajoutent 20% tenant à l'origine sociale. Il y a une prime à la naissance. Vous naissez dans un pays riche, dans une famille riche, ça paraît une lapalissade, mais ça mérite quand même d'être rappelé en permanence. Ça veut dire que l'école ne corrige pas, n'est pas suffisante pour pouvoir corriger les inégalités. Et tous les mécanismes de redistribution de revenus, je vais y revenir tout à l'heure, ne sont pas suffisants pour remédier à ce clivage fondamental qui est la prime à la naissance. Ces inégalités prennent différentes formes. Hein. C'est une inégalité dans l'accès aux services publics. C'est une inégalité dans l'accès à la propriété. Le problème se pose particulièrement dans le domaine rural. La pauvreté rurale est toujours associée à l'absence de propriété de la terre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la pauvreté des femmes est toujours associée à leur impossibilité à pouvoir acquérir un statut foncier, un titre foncier, et avoir accès, de ce fait, à cause de ça, au crédit rural, au crédit agricole. C'est une inégalité dans la jouissance des biens publics, y compris des biens culturels. Ce qu'offre la nature, ce qu'offre la civilisation. Quand vous voyez les taux de fréquentation, vous examinez la nature des fréquentations d'un certain nombre de biens culturels comme les musées, vous voyez qu'on reproduit sans cesse des clivages, même si le prix, le ticket d'entrée n'est pas prohibitif, ça n'empêche que les pauvres ne vont pas au musée, ou en tout cas beaucoup moins que les riches. Alors, je l'ai dit hier, je reprends juste cette carte.
ça me paraît très important de vous rappeler que les producteurs de pollution sont les pays du Nord et les victimes du risque climatique sont les pays du Sud. Cette carte montre simplement, plus vous êtes dans le rouge foncé, plus vous êtes en situation d'exposition au risque climatique. Et vous voyez que, certes, il y a un risque climatique au Canada, aux États-Unis, dans les pays européens, ou en Australie, ou au Brésil, mais il est quand même très très faible par rapport au risque d'inondation, de catastrophes naturelles, de variations climatiques extrêmes, de désertification, de sécheresse, d'acidification, de salinisation des cours d'eau, etc. C'est des phénomènes qui sont principalement des phénomènes d'inégalité qui viennent amplifier les inégalités sociales, les inégalités. Alors je disais tout à l'heure que les choses ont changé avec l'arrivée des pays émergents, qui viennent modifier un peu la donne et la conception un peu simpliste qu'on avait il y a 20 ans sur Nord-Sud, de pays développés, pays en développement, etc. Puisqu'il y a maintenant un groupe de pays qui prétend à jouer un rôle, à être un intermédiaire, et à jouer un rôle d'ailleurs politique croissant, notamment au niveau des institutions onusiennes, avec une revendication à siéger au Conseil de sécurité, une revendication à créer ses propres structures bancaires, parallèlement à celle de la Banque mondiale, par exemple. Vous avez au sein des pays un phénomène à peu près du même type, qui est l'émergence des classes moyennes. Alors j'emploie toujours le pluriel parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que les classes moyennes. Les économistes discutent depuis Marx et de Weber sur ce qu'est la classe moyenne. On ne sait pas très bien, on l'appréhende de différentes manières. En tout cas, ce n'est pas uniquement un critère de revenu. Là aussi, c'est une espèce d'entre-deux entre les riches et les pauvres. Moi, j'ai fait des travaux avec une équipe de Bordeaux sur l'identification des classes moyennes dans un certain nombre de pays africains. On essaie de l'appréhender par des modes de consommation, des modes d'habitat, le type de scolarisation des enfants, des choses comme ça, pendant un certain nombre de critères. Il est sûr qu'on a une situation qui se complique à l'intérieur d'un certain nombre de pays du fait de l'apparition de ces groupes intermédiaires, salariés, fonctionnaires d'un certain niveau, etc. Il y a des appréciations statistiques. Il y a un critère utilisé par le Palma. On parle même quelquefois du théorème de Palma maintenant. Les revenus des classes moyennes, je devrais dire, représentent presque toujours la moitié du revenu national. L'autre moitié étant répartie entre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres. Je laisse ça à votre appréciation. C'est un petit peu schématique, mais ça permet d'intégrer quand même cette dimension nouvelle qui est celle de l'émergence des classes moyennes. Nouvelle dans un certain nombre de pays. C'est un phénomène très ancien, évidemment, dans les pays européens. C'est un phénomène très ancien, même en Amérique latine. Pour ceux qui ont fait de l'économie de développement et qui sont plutôt de ma génération, on travaille beaucoup sur le modèle sud-américain, Brésil, Argentine, Mexique, et on travaillait fondamentalement sur le thème, le développement, c'est l'émergence des classes moyennes, parce que ça permet de développer un marché intérieur et de créer une intériorisation du cycle des capitales. Bon, on retrouve un peu ces thèses aujourd'hui appliquées à d'autres pays asiatiques ou pays africains. Le problème, c'est que les classes moyennes, elles sont profondément affectées lorsqu'il y a des phénomènes de crise. Il y a des phénomènes de retombée dans des situations de pauvreté lorsque vous êtes dans une situation de classe moyenne intermédiaire où vous êtes juste au seuil, ce que les Chinois appellent le seuil de la petite prospérité. Vous êtes en permanence dans le risque de rebasculer dans une situation de pauvreté si jamais vous êtes malade, si jamais vous êtes chômeur et qu'il n'y a aucun système de protection possible. Alors, on en parle beaucoup dans le contexte africain. Je vous laisserai cette diapo pour ceux que ça intéresse. Troisième question, quelles sont les causes? Alors, ça, c'est la courbe en cloche la plus connue, celle de Kuznets. Lorsque le revenu par tête augmente, il y a un accroissement des inégalités, puis il y a un certain seuil où le revenu par tête continue d'augmenter et il y a une baisse des inégalités. Cette fameuse courbe est utilisée à toutes les sauces, puisqu'il y en a la même pour la pollution. Au début de la croissance du revenu par tête, il y a une augmentation de la pollution, il y a un seuil, puis après ça descend. C'est comme si il fallait attendre un certain moment pour avoir des comportements vertueux. Le capitalisme est ainsi fait. Au début, il est dur, il est méchant, il est violent. Il fait de la pauvreté, des inégalités, de la pollution, etc. Puis au bout d'un moment, il devient un peu vertueux, il bascule dans
la philanthropie, la répartition, etc. Kuznets prétend avoir, sur des statistiques américaines, avoir démontré la vérité de cette courbe. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas bon. Et je vous la rappelle parce qu'elle est encore enseignée. Mais la plupart des économistes estiment c'est une pure abstraction idéologique. C'est une façon de lire le capitalisme pour le justifier en vous disant « attendez un petit peu, ça ira mieux ». En gros, c'est ça. Mais il faut encore souffrir avant de... Voilà. En gros, ça revient à peu près à dire ça. Donc les soubassements empiriques ne sont pas véritablement fondés, mais elle est là et il faut faire avec, on tourne autour, et voilà, soit on la critique, soit on l'accepte, on se définit toujours par rapport à celle-là. Donc je ne vais pas vous lire la phrase de Piketty, mais qui dit en gros ce que je viens de vous dire. Alors, pourquoi il y aurait un creusement des inégalités? Eh bien, les explications sont multiples. L'une des explications dans nos sociétés dites développées, la vôtre comme la mienne, viendrait du recul syndical. Le bargaining power, la capacité de négociation des salariés pour obtenir une amélioration de leur sort serait atténuée par le fait que les organisations... Il y a une désyndicalisation croissante et des comportements de passagers clandestins, de gens qui jouent pour leur propre compte, qui essayent de bénéficier des avantages acquis par les syndicats, mais sans véritablement adhérer, sans véritablement se battre. Toutes sortes de comportements qui montreraient que dans le capitalisme contemporain, le syndicat n'a plus le même pouvoir pour obtenir des améliorations. Et donc, lorsqu'il y a du chômage, les revenus baissent. Donc, dans les périodes de crise, les syndicats ne constituent pas ce levier qui éviterait des dégradations, une dégradation de la situation des salariés. On voit remis en cause un certain nombre d'éléments, comme le salaire minimum, où formellement ils sont adoptés comme en Allemagne, mais ils sont tellement bas que de toute façon, ça ne constitue pas un levier, une écluse pour éviter les baisses de salaire. Une montée du travail temporaire, vous le savez, ou du temps partiel, une concurrence des pays à bas salaire. Tous ces éléments seraient des facteurs d'inégalité croissante dans les sociétés dites modernes. Précarité de l'emploi, montée du chômage, tout ceci sont des facteurs observés. En même temps qu'il y a une baisse de la pression syndicale ou de l'influence des syndicats, il y aurait une montée de la puissance de l'actionnariat, du capitalisme actionnarial, qui fait que les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus enclins à céder aux revendications des actionnaires pour le paiement de dividendes. Donc il y a un déplacement, si vous voulez, de la valeur ajoutée, un glissement de la valeur ajoutée du travail vers le capital beaucoup plus prononcé, du fait de ces rapports de force déclinant pour les syndicats et augmentant du point de vue des actionnaires. OK ? C'est une thèse qui est quand même largement partagée. Et à l'intérieur des grandes entreprises, le management, la haute hiérarchie, profite de cette situation pour s'octroyer des avantages, des salaires, des revenus, des stock options, des primes au départ, etc., tout particulièrement élevés. Je fais référence à toute une série de situations qui peuvent être interprétées comme purement scandaleuses lorsqu'on voit des entreprises qui sont en quasi-faillite, que le patron s'en va, il part avec une prime tout à fait extraordinaire. En tout cas, c'est arrivé dans mon pays encore récemment, mais je pense que ce n'est pas réservé à mon pays. Enfin, troisième observation, donc baisse des syndicats, du pouvoir syndical, augmentation du pouvoir actionnarial. La taxation, la fiscalité a été pendant très longtemps favorable au capital, relativement au travail. La fiscalité, de fait, a été favorable aux plus riches, ou n'a pas empêché l'évasion fiscale dont je parlais hier, la recherche de paradis fiscaux, comme elle aurait dû le faire, et donc permettant l'augmentation des patrimoines des plus riches, qui viennent valoriser leur patrimoine sur des places financières tout à fait défiscalisées ou tout à fait avantageuses. Alors, petite caricature, la question se pose de savoir si le capitalisme ne fonctionne pas de cette manière. Alors c'est un peu provoquant, excusez-moi, mais je trouve que c'est quelquefois amusant de se poser ce type de questions. Enfin, dernière chose, avant-dernière chose, les conséquences, avant de voir ce qu'on peut faire, des inégalités croissantes.
Bien, la cohésion sociale est minée, c'est-à-dire que la confiance qu'on porte dans la vie communautaire est affectée par la capacité, l'empathie, la solidarité, la générosité au sein d'une génération et entre les générations se voit entamée et stimule l'agressivité. Les inégalités se traduisent toujours par une dégradation des conditions de santé des plus pauvres. Ça, c'est une observation qui est étayée par des statistiques très précises. Et puis, vous avez une société beaucoup moins mobile. Une société mobile, selon les critères habituels, c'est celle qui arrive à se détacher de son milieu familial, c'est-à-dire qui comment dire, marquée par la prime à la naissance. Il y a une émancipation qui se fait par rapport, voilà, et une possibilité de pouvoir se mouvoir avec plus de liberté dans l'espace social dès lors que vous pouvez jouer sur votre mérite ou sur vos diplômes. Les facteurs de rigidité, c'est celles qui résultent précisément de ce qu'on appelle la reproduction sociale ou la prime à la naissance. Je vous donne une statistique que j'ai prise à l'OCDE, donc c'est une source parfaite, et auprès du Fonds monétaire international. Plus vous êtes en bas, alors c'est le drapeau, mais vous les reconnaîtrez, plus vous êtes en bas, plus votre société est mobile, moins dépendante. Vous verrez que c'est les sociétés scandinaves. On trouve toujours les mêmes, Norvège, Suède, Danemark, Finlande. Et plus vous êtes en haut, plus vous avez des sociétés rigides. Vous voyez les drapeaux. Ah, ça ne va pas du tout, excusez-moi. En haut, vous voyez les sociétés les plus rigides, voilà, de pays que vous connaissez, l'Italie, mon pays, voilà. Quant au vôtre, il est ici une société moyennement mobile, d'après ces critères. Donc c'est simplement une courbe qui prend d'un côté le degré d'inégalité des revenus, et puis l'autre, le poids des revenus des parents dans celui des enfants. Donc on arrive à une situation que je caricature à peine par ce petit dessin, juste pour détendre l'atmosphère sur des choses aussi dramatiques que le sujet de mon exposé. Mais c'est vrai qu'il y a une incompréhension assez générale des gouvernants aux implications, aux conséquences que ça peut avoir, ces facteurs d'inégalité, notamment sur les comportements des jeunes. En plus, les inégalités, c'est pas bon pour l'économie. Même le célèbre Peter Drucker, qui est un peu l'apôtre du management moderne, disait la même chose déjà en 1977, en disant que dans une entreprise, il ne faudrait pas que les salaires dépassent un rapport de 1 à 25, les écarts de salaire, sinon les résultats de l'entreprise, les performances risquent fortement de diminuer. Donc il y a une prise en considération sur l'impact négatif sur les performances des entreprises des situations d'inégalité de salaire. Ça mine le travail collectif, l'esprit d'équipe, voilà. Donc il y a ce genre, le cynisme gagne l'entreprise, le cœur à l'ouvrage se perd, l'absentéisme s'envole. Voilà, donc même les chantres du capitalisme libéral s'inquiètent de ces situations particulièrement graves liées à l'inégalité. Vous pouvez projeter ce qui est observé au niveau microéconomique de l'entreprise au plan d'un pays, par exemple. Il y a une menace sur le consensus social. Et puis alors, juste dans l'avion, en venant vous rejoindre, je lisais un texte très ancien qui date de 1972, de Robert McNamara, qui, vous le savez, avait été ministre de la Défense du président Kennedy, mais qui a ensuite été président de la Banque mondiale. Et je trouve dans ce texte, que je ne vous ai pas traduit, mais comme vous avez tous le bénéfice d'être bilingue, je trouve un texte qui est assez extraordinaire, hein, qui date de 1972. Et déjà, Robert McNamara pointait du doigt les risques politiques résultant des inégalités, avec une clairvoyance tout à fait exceptionnelle. Ce texte est d'une actualité totale. Et là encore, M. McNamara ne peut pas être taxé de radical, ultra-gauche. Voilà, donc c'est quand même l'incarnation, en quelque sorte, de la pensée libérale à l'époque
à l'époque où il écrivait, où il prononçait ce discours adressé au conseil du gouverneur de la banque. Alors, je peux vous dire, ça c'est un petit tableau que j'ai extrait de mon dictionnaire dont on parlait. C'est ce que j'appelle les facteurs enclenchants de protestation civile. Pourquoi ça pète? Pourquoi le ballet citoyen a renversé le président Compaoré à Ouagadougou en octobre 2014? Pourquoi il y avait des manifestations à Wall Street en 2011? Pourquoi il y a des manifestations de policiers dans mon pays la semaine dernière? Il y a toute une série de manifestations, de protestations civiles qui s'incarnent du fait d'un certain nombre d'insatisfactions: fraude électorale, atteinte aux libertés, forte inflation, droits sociaux bafoués, violences policières, carence des services publics. Mais tout ça, c'est des révélateurs d'un problème fondamental qui est celui de l'inégalité. Pas seulement l'inégalité des revenus entre riches et pauvres, mais les inégalités d'accès aux besoins essentiels, l'absence de capacitation donnée aux uns et aux autres, l'absence de capacité. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça explose de manière ponctuelle ici ou par là, et que ça prenne des proportions qui peuvent être dramatiques dans un certain nombre de pays, du fait, la cause fondamentale, en tout cas pour moi, je ne suis qu'économiste, donc il y a un tas de choses qui m'échappent, bien évidemment, mais la cause fondamentale reste les inégalités. Alors, je vais terminer en évoquant les solutions. Alors, ce ne sont pas les solutions nouvelles qui sont apportées pour lutter contre les inégalités. Alors, elles sont ici. Il y a un certain nombre de... Bien sûr, les objectifs du millénaire. Je dirais que les objectifs du millénaire, c'est moins pour lutter contre la pauvreté que pour lutter contre les inégalités. Je pense qu'il y a une différence assez sensible. Il y a beaucoup de différences entre les OMD et les ODD, mais en 15 ans, on a pris conscience surtout des facteurs d'inégalité. Alors, la pauvreté est une résultante des inégalités, mais c'est plutôt les écarts qui sont la source de plein de problèmes. Alors, la première solution, ça consiste à taxer les riches. L'OCDE, comme le Fonds monétaire, une déclaration récente de Mme Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire, commence à prendre en considération le fait qu'on n'a pas assez taxé les riches. Donc il faut davantage taxer les riches. Il y a encore de la marge de manœuvre, sans que les riches râlent trop ou menacent de transférer leurs capitaux, ou alors il y a peut-être moyen de les empêcher de mettre dans les paradis fiscaux en fermant les paradis fiscaux. Donc il y a de la marge de manœuvre pour prendre aux riches, dans les fameux 10%, ou disons encore plus dans les fameux 1%, les happy few. Okay. Alors c'est évidemment la position que prend Thomas Piketty lorsqu'il préconise un impôt mondial géré par le système des Nations Unies contre les riches. Pas un impôt par pays, mais un impôt mondial. C'est utopiste, certainement, mais comme nous avons tous été invités à être utopistes, nous le serons. Alors, évidemment, l'idéal, ce serait que cet impôt mondial sur la richesse, alors évidemment, il ne s'agit pas uniquement de taxer, après je vais vous expliquer qu'il faut redistribuer, ça serait qu'il soit installé au niveau mondial, mais on peut rêver, à défaut, de le mettre en place à des niveaux plus régionaux, au niveau européen, au niveau de l'Amérique du Nord, par exemple. Alors, pourquoi c'est efficace? Ben, j'ai regardé de nouveau votre pays, avec votre autorisation, et j'ai regardé quels sont le poids occupé par les 10% des plus riches canadiens avant et impôts québécois, avant et impôts au Québec. Vous avez dans le... je ne peux pas me déplacer. Vous avez la ligne pleine qui nous indique en 2010, par exemple, que les 1% les plus riches québécois détenaient 12% de la richesse de la province. Okay. Après impôt, ben, ils n'en détenaient plus que 8. Bon, donc ça démontre simplement que l'impôt, c'est efficace pour prendre aux riches. Bon, je ne sais pas quelle sera l'optique du gouvernement provincial ou du nouveau gouvernement fédéral, mais ce que nous dit l'OCDE et le Fonds monétaire, c'est qu'il y a encore de la marge. Bon, voilà. Cette observation faite sur votre province est évidemment valable pour l'ensemble du monde.
Donc taxer les riches. Deuxième chose, protéger les pauvres. Alors il y a une idée très forte que vous avez évoquée, madame, et je suis assez fier parce que, comme je l'ai dit hier, c'est une idée assez franco-française. C'est ce qu'on appelle les socles de protection sociale. C'est pas totalement français parce qu'il y a des origines germaniques, anglaises, etc. Mais enfin, disons en gros, depuis 1936, depuis le Front populaire, on a mis en place la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. En gros, c'est à peu près la même idée. C'est que tout individu dans le monde entier a droit à un minimum garanti en matière de santé, d'éducation, de garantie sur l'emploi, d'accès au marché, etc. Vous l'avez dit, un élément fondateur des ODD. Même si ce n'est pas accepté par tout le monde, en gros, on a réussi à le faire passer sur 193 pays qui ont signé. Hein. Alors, ce n'est pas exprimé comme ça, mais c'est en gros l'idée. Tout individu a droit à un droit à la vie, en gros, et à une vie décente en termes de santé, d'éducation, en termes d'accès au marché, etc. Toute femme a droit à la parité, tout enfant a droit à ne pas travailler mais aller à l'école. Donc, c'est assez intéressant. Alors, ça peut se traduire de manière très, très concrète. Assurer des transferts monétaires ou en nature pour les plus pauvres. Okay, des allocations familiales, des pensions pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, des garanties d'emploi, des services pour les chômeurs et les travailleurs pauvres. Quand je dis ça, ça vous paraît tellement évident parce que vous disposez d'un certain nombre de ces bénéfices dans votre société, comme dans la mienne. Mais même en Europe, ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Ce n'est pas le cas en Bulgarie, en Roumanie. C'est malheureusement plus le cas en Grèce. Et dans tous les pays qui ont connu des situations de crise, ces systèmes de protection sociale ont été largement, ont explosé littéralement. Parce qu'il n'y a plus de capacité à pouvoir payer les pensions de retraite, à prendre en charge les handicapés ou assurer une couverture scolaire pour tout le monde. En Espagne, au Portugal, par exemple. Donc, il y a des avancées qui sont historiques, des conquêtes sociales, mais il ne faut pas croire qu'elles sont irréversibles en période de crise. Hein, notamment du fait des politiques d'austérité. Je n'insiste pas, je sais que c'est un sujet sensible. L'autre chose, c'est faire en sorte que les coûts d'accès, les tarifs d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, d'accès à la santé, d'accès à l'école soient abordables. Okay ? On parle tout le temps d'éducation gratuite. Je connais quasiment pas de pays où il y a une éducation totalement gratuite. Il y a toujours des fournitures scolaires, hein, il y a toujours des tenues obligatoires pour les enfants, il y a toujours une prise en charge de la cantine scolaire, il y a toujours une série de... Bon, c'est jamais totalement gratuit. Hein, c'est un véritable problème dans un certain nombre de pays, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie, à dire l'école pour tous, mais en fait, il y a d'autres ségrégations, d'autres discriminations qui interviennent sur l'accès à l'école par le truchement de paiement de l'uniforme qui doit être comme ça. Il en faut deux. Voilà, il faut. Donc, on est encore. C'est en permanence un chantier. La question de la tarification des services publics, c'est en permanence un chantier. C'est jamais totalement acquis. Mais il y a des avancées tout à fait extraordinaires. Là aussi, je cite la Chine. En 2012, 99% de la population chinoise bénéficiait d'une assurance santé de base contre 16% 8 ans plus tôt. Donc il y a des pays où il y a des bouleversements qui vont dans le bon sens, qui sont tout à fait spectaculaires. Dans un certain nombre de pays, un certain nombre de socles de protection sociale ont été mis en place. Je cite par exemple pour l'Afrique le Bénin, pour l'Amérique latine le Salvador, de nouveau pour l'Afrique le Mozambique, le Vietnam, pour des coûts qui sont relativement faibles par rapport au PIB. 1-2% du PIB, c'est pas cher pour assurer la protection sociale universelle. C'est encore moins cher, évidemment, si vous faites une affectation judicieuse de l'aide internationale précisément sur ce type d'action plutôt que sur d'autres qui ont beaucoup moins d'impact social. Et je vous montre cette carte, j'espère qu'elle est lisible. Plus c'est rouge, plus les socles de protection sociale sont installés. Alors vous voyez, la situation en 1900, pratiquement aucun système de protection sociale n'existait, sauf Bismarck, l'Allemagne. Vous voyez un petit rouge là-haut. Vous voyez la situation en 2012.
la couverture sociale généralisée est assurée dans un nombre très très important de pays, pratiquement toute l'Amérique latine, sauf le Mexique, curieusement, pratiquement toute l'Asie, sauf l'Inde, où il y a encore beaucoup d'efforts à faire, et malheureusement pas l'Afrique, sauf l'Algérie. Mais on voit quand même une diffusion universelle à l'échelle de l'histoire, de l'humanité, de cette idée de protection sociale lorsque vous faites des comparaisons, des situations sur toutes ces années. Il me reste 5 minutes, j'aurai fini. Alors, le concept d'inclusion, je crois qu'il faut absolument se mettre d'accord dès maintenant. Pour l'ensemble du séminaire, c'est un phénomène fondamental. On ne peut pas parler uniquement de durabilité, d'objectifs du développement. Il faut inclure. Quand les objectifs, quand M. Ban Ki-moon nous dit qu'il faut laisser personne derrière, eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut inclure, mettre dans le grand panier du développement, ou plutôt le grand filet du développement, tout le monde. Ne laisser personne en rade, pas d'handicapés, pas de femmes seules, pas de vieux. Tout le monde doit être embarqué dans cette aventure tout à fait exceptionnelle. Je cite pour votre information les travaux du Laidlaw Foundation du Canada sur ces questions d'inclusion, avec la définition des concepts d'inclusion, avec des concepts qui me paraissent tout à fait intéressants: la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, l'implication, l'engagement, la proximité, le bien-être matériel. Alors, l'inclusion accorde une attention sur un certain nombre de sujets. La croissance, c'est bien, mais si elle est qualitative, c'est-à-dire si elle redistribue, c'est mieux. Et si elle n'affecte pas l'environnement, c'est encore mieux. La croissance, c'est bien, mais si elle inclut, si elle crée de l'emploi, des emplois riches en développement, c'est mieux, plutôt que de créer du chômage. Et si elle permet l'expression plus libre et plus directe des populations sur leurs besoins, c'est évidemment le mieux. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'empowerment, ou la capacitation, pour reprendre une expression qui se rapproche. L'inclusion peut être active. L'emploi est certainement le facteur d'inclusion le plus efficace. Le chômage est le facteur d'exclusion le plus efficace. Surtout quand le chômage n'est pas accompagné de perspectives de formation professionnelle, de perspectives d'accompagnement et de valorisation des acquis, etc. Plein de choses que je maîtrise beaucoup moins que vous, mais qui me paraissent importantes de rappeler. Donc le concept d'inclusion active est un concept qui vient se rajouter. Le mot actif vient rajouter une dimension nouvelle, tout à fait intéressante. Pour lutter contre ce type de comportement qui voit la jeunesse complètement s'interroger sur son propre avenir, ce qui était en tout cas pas le cas de ma génération, où à aucun moment, quand nous étions jeunes, entre 20 et 25 ans, on s'est interrogé sur notre avenir parce qu'il était tout tracé, et avec une marge de manœuvre qui était tout à fait considérable dès lors que vous aviez passé le bac et que vous aviez un minimum de... vous pouviez saisir beaucoup d'opportunités. Là, le jeu des opportunités est quand même potentiellement beaucoup moins important. On peut inclure par la finance, juste un point, dans le monde, il y a encore 2,5 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées, c'est-à-dire qui n'utilisent pas le système bancaire et financier pour pouvoir faire des transactions. Eh bien, ce chiffre descend très très vite, du fait notamment grâce à la finance numérique, grâce au téléphone portable. 14 millions de Kenyans, l'année dernière, faisaient des transactions financières avec leur téléphone portable. Un système qui s'appelle M-Pesa. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'utilisation de ce type d'outils, le téléphone mobile, donne lieu à une créativité tout à fait inouïe, comme je l'ai dit hier, mais à des créations, à des innovations qui sont inconnues dans nos pays du Nord. Parce qu'il répond à des besoins auxquels on n'a pas besoin, parce qu'on a une carte de crédit, parce qu'on sait faire des transactions financières par d'autres moyens. Donc là, il y a des possibilités. Alors, je ne dis pas que l'inclusion financière suffit en soi pour résorber la question de la pauvreté, mais en tout cas, c'est une situation qui permet d'améliorer les choses. Et je désigne dans mon petit papier un certain nombre d'expériences intéressantes. Enfin, il y a un certain nombre de programmes tout à fait intéressants d'inclusion sur les chômeurs. Sachez que le plus grand programme au monde en matière d'insertion des chômeurs se trouve en Inde, qui s'appelle le New Rural Employment Guarantee Scheme, qui offre aux ménages en milieu rural 100 jours de travail garantis par famille et par an,
en les enrôlant dans des travaux d'intérêt public, comme la construction, l'entretien des routes ou la mise en place de centres de santé. Donc il y a des pays qui ont décidé, face aux cohortes de chômeurs, de prendre les choses en main, de manière massive, avec des programmes d'insertion. C'est du lourd, hein. C'est des coûts très très élevés, mais parce que simplement ils ont pris conscience des dangers qu'il y aurait pour l'équilibre social à ne pas lancer ces programmes. Vous avez des programmes identiques que je cite au Brésil ou en Chine, tout à fait intéressants, mais également au Guatemala ou au Mexique. Mais il y a des pays qui n'en ont pas du tout, dans lesquels je travaille actuellement, je pense au Madagascar, où se pose un véritable problème, qui est d'ailleurs souvent moins un problème de financement qu'un problème d'organisation. Parce que si vous avez un beau programme d'insertion sociale, vous en démontrez la faisabilité et les résultats, et vous avez plus de facilité pour obtenir les financements ad hoc. Et on compte actuellement, oui, 480 millions de personnes dans le monde qui seraient bénéficiaires de ce type de programme, dans les pays en particulier que j'ai cités. Enfin, il y a toute une réflexion sur les économistes, mais vous y participez très certainement, sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire comme modalité d'inclusion des pauvres, en leur donnant des opportunités de rentrer sur le marché, en bénéficiant en jouant sur rentabilité économique du projet et efficacité sociale. Il y a toute une problématique, toute une démarche bigrement intéressante qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et des modalités entrepreneuriales qui sont associées à cette logique. Enfin, je vais terminer par un petit triangle que je vous propose à des fins purement méthodologiques, que j'ai appelé les 3 A, mais c'est des A anglo-saxons, je suis désolé, mais ce n'est pas toujours très facile à désigner. Pour qu'un service public soit efficace pour lutter contre la pauvreté, il faut qu'il réunisse trois conditions. Qu'il y ait une disponibilité physique, il faut que le service existe, il faut que la borne fontaine existe, il faut que la clinique existe, il faut que le dispensaire soit là, bien évidemment. Il faut qu'il y ait une accessibilité physique, c'est-à-dire qu'il faut que votre borne fontaine ne soit pas à 15 km, obligeant les fillettes à la corvée d'eau, et facteur de déscolarisation des enfants. Il faut évidemment qu'elles soient dans un environnement relativement proche, ça paraît évident. Et puis on va l'acceptabilité prix, c'est-à-dire que le tarif soit abordable. Encore une fois, comme je l'ai dit hier, les pauvres sont prêts à payer un prix abordable, à condition qu'il y ait un service disponible, un service accessible et un service de qualité. Ceci est démontré. D'ailleurs, les pauvres souvent payent plus facilement que les riches. Je pourrais vous donner des exemples très précis, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion. Je terminerai simplement que dans toute cette réflexion, on en revient au point de départ qui est le rôle de l'État. L'État, en tant qu'institution, au service de l'intérêt général, reste absolument indispensable dans tous ces mécanismes. Même si on fait appel au privé, il faut des systèmes de régulation, il faut des systèmes d'expression démocratique des besoins des populations, en particulier des plus pauvres, et tout ceci doit passer par un système de gouvernance étatique. L'État ne peut pas être écarté au prétexte qu'il est corrompu, qu'il est mal élu, qu'il est dont la légitimité. Ça, c'est un problème de mode de gestion de la démocratie, mais l'État en tant que tel, en tant qu'institution, est absolument indispensable. Donc le renforcement des capacités de l'État est un enjeu tout à fait indispensable pour conduire ces politiques de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie de m'avoir écouté.